Good evening and welcome all to ICAP Grand Rounds. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ICAP Ground Rounds. Aujourd'hui, nous allons parler du premier vaccin pour le paludisme, les premiers progrès. Je suis Wafa, directrice du programme ICAP. C'est mon plaisir maintenant de vous présenter les intervenants du jour et l'ordre du jour de notre session. Comme vous voyez, nous allons commencer avec une introduction et puis je vais vous demander de poser des questions aux panélistes. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez poser des questions aux intervenants dans la boîte questions-réponses. Et ce webinaire est enregistré et sera téléchargé sur le site Internet de ICAP. Et nous vous disons également que nous avons de l'interprétation aujourd'hui, diapo. Et voici donc pour l'interprétation. Pour avoir l'interprétation en bas de votre écran, vous avez un globe qui est indiqué interprétation. Vous cliquez là-dessus et vous choisissez la langue de votre préférence. Vous pouvez choisir soit le français ou l'anglais si c'est votre langue de préférence. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas suivre l'interprétation si vous appelez par téléphone ou vous utilisez le téléphone simple. C'est mon plaisir maintenant de vous présenter brièvement nos intervenants du jour. Je vais commencer avec Dr. Mgawia Magafu, qui est médecin. Il est spécialiste en santé publique et épidémiologue avec une vingtaine d'années d'expérience dans la pratique et la recherche dans la gestion des systèmes de santé. Il est actuellement responsable technique sur le programme du paludisme dans le bureau de l'OMS Brazza ou Afro à Brazzaville. Avant, il était responsable auprès de Africa CDC à l'Union africaine, où il était responsable de coordonner le programme de surveillance des institutions. Il a beaucoup d'expérience en offrant l'assistance technique au ministère de la Santé et dans le renforcement des systèmes de santé au niveau de l'Asie, l'Afrique et les Caraïbes. Il a travaillé dans beaucoup de pays du monde. Il a un diplôme de médecin de l'Université de Dar es Salaam et il a un doctorat en épidémiologie de l'Université de Nagasaki et il a une maîtrise de Bruxelles. Notre deuxième intervenante est Eliane Führer, qui est responsable technique dans le département des vaccins paludisme au niveau du bureau de l'OMS, département de l'immunisation et des vaccins. Elle appuie la mise en œuvre et l'évaluation de ce premier vaccin organisé au Ghana, Kenya et Malawi à travers ce programme de mise en œuvre du vaccin du paludisme. Elle a 15 ans d'expérience dans la santé publique et elle est passionnée sur la question des vaccins et de l'immunisation et aussi les interventions accessibles pour sauver des vies. Avant de rejoindre l'OMS, elle a travaillé à eHealth Africa au Sierra Leone ainsi qu'à l'OMS en Albanie et à Genève sur des questions de politique publique et le financement novatrice pour l'immunisation. Elle a un diplôme de London School of Hygiene et Tropical Medicine et dans les relations internationales et actuellement elle fait son doctorat dans la santé publique dans l'école de Londres. Nous allons donc passer aux présentations. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte questions-réponses. Nous allons commencer avec Dr. Magafu, suivi par Dr. Führer. Merci beaucoup, Wafa, pour la présentation. Premièrement, j'aimerais remercier ICAP au nom de ma collègue Eliane pour
avoir organisé cette occasion pour nous afin de partager des informations sur le vaccin qui sera déployé dans plusieurs pays actuellement. Comme cela a été dit, c'est le premier vaccin. Nous allons donc parler des progrès actuels et les étapes suivantes par rapport à ce vaccin. Le plan de notre présentation, comme vous voyez, c'est le fardeau donc du paludisme, les recommandations de l'OMS pour l'utilisation de ce premier vaccin pour le paludisme, et puis les résultats et les leçons apprises de la mise en œuvre de ce projet pilote sur le vaccin du paludisme. Et puis nous allons parler du programme de déploiement, progrès, défis et opportunités. Et puis dernièrement, nous allons parler donc de la chaîne de valeur de production. Alors, le paludisme est une grande cause de maladies et de décès chez les enfants, surtout en Afrique. Le graphique que vous regardez actuellement montre les tendances dans les décès dus au paludisme entre 2000 à 2021. La ligne en bleu que vous voyez en bas représente les décès au niveau de la région afro. Et puis, en orange, vous avez les chiffres mondiaux. À partir de 2000, vous voyez que le nombre de décès diminue de façon progressive jusqu'à 2015, où on a eu une stagnation. Et c'est la situation pendant quelques années jusqu'à 2021. Il y a une quasi-stagnation. Le déclin dans le nombre de décès et de cas de paludisme était dû aux investissements faits à l'époque dans les méthodes de lutte et de prévention contre le paludisme. À partir de 2014, il y a eu moins d'investissements et ainsi, vous voyez le nombre de décès qui s'est arrêté. Quand vous voyez à droite, ceci résume le nombre de cas et de décès en 2021 et ceci est tiré du rapport au paludisme 2022 qui est le plus récent. Alors, mondialement, en 2021, nous avons eu 247 millions de cas de paludisme et 619 000 décès signalés. Et puis, le fardeau le plus élevé est sur le continent africain. 95% de tous les cas et les décès sont du continent africain. Et si vous regardez dans les chiffres, nous regardons un chiffre de 468 000 décès chez les enfants. Diapo. Alors, nous avons donc besoin de nouveaux outils pour lutter contre le paludisme, y compris des vaccins. En octobre 2021, l'OMS a recommandé le premier vaccin pour le paludisme qui s'appelle RTS pour la prévention de Plasmodium falciparum chez les enfants dans une situation de transmission élevée à moyenne. Et les preuves ont été recueillies du projet pilote mené 2017-2023. Et ce programme va prendre fin à la fin de cette année. L'administration de ce vaccin a démarré en 2019 dans 3 pays, le Kenya, le Ghana et le Malawi, et jusqu'à la fin de cette année. Alors, les résultats et les leçons tirées de ce projet pilote ont donc orienté la recommandation faite par l'OMS en 2021. Au-delà de la recommandation, les autres pays qui ne sont pas des pays dans le projet pilote maintenant veulent passer au déploiement, à l'utilisation et nous allons regarder les progrès, les défis
et les opportunités de la mise en œuvre. Il faut maintenant regarder la recommandation. Je vais la lire telle quelle. L'OMS recommande le vaccin RTSS pour la prévention de P. falciparum chez les enfants qui vivent dans des zones de transmission moyenne à haute selon l'OMS. Ce vaccin doit être fourni en 4 doses chez les enfants à partir de 5 mois pour la réduction de la maladie et le fardeau du paludisme. Les pays peuvent également offrir le vaccin saisonnellement avec 5 doses dans les zones à forte transmission et puis dans d'autres zones avec la transmission pérenne. Et puis, il faut le faire dans le contexte de plan national de lutte contre le paludisme. Il ne faut pas le faire en isolation. À droite, maintenant, vous voyez différents liens qui vont vous amener à des ressources sur ce vaccin. Nous vous proposons de visiter ces publications pour apprendre davantage sur le vaccin. D'autres informations par rapport à ces recommandations et son programme. La première dose est proposée à partir de 5 mois. Il y a un intervalle minimum de 4 semaines entre les doses. Le premier programme compose de 3 doses et la 4e dose est proposée 12 à 18 mois après la 3e dose afin de prolonger la durée de protection. Il y a beaucoup de souplesse dans la recommandation, dans la programmation afin d'optimiser les résultats. Par exemple, les pays peuvent aligner la 4e dose avec d'autres vaccins dans la 2e année de vie. Les enfants qui démarrent leur série de vaccinations doivent terminer les 4 doses pour une protection maximale. Il y a un programme optionnel pour les pays avec la transmission élevée pendant les saisons. Ce calendrier doit s'assurer à ce qu'il y a moins de transmission pour que le vaccin puisse avoir un impact plus élevé. Et donc, la programmation est faite de telle sorte que les 3 doses qui sont proposées mensuellement sont faites avant la saison haute pour qu'il y ait une bonne protection par le vaccin. Et puis, d'autres doses sont offertes chaque année avant la saison pleine jusqu'à 5 doses au total. 3 séries avant la saison et puis les 2 autres sont proposées annuellement, jusqu'à 5 doses. Les pays qui choisissent ce déploiement saisonnier sont encouragés d'archiver leur expérience parce que nous avons besoin d'apprendre davantage sur cette option. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin préqualifié par l'OMS, RTSS? En fait, c'est un vaccin adjuvant avec un antigène, qui est lyophilisé et l'autre est en liquide. L'adjuvant est en liquide. Ils sont stockés dans 2 bouteilles qui sont collées ensemble pour éviter les erreurs de composition. L'adjuvant est en vert pour son identification et l'antigène est en rouge, comme vous voyez à droite. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le lien qui est indiqué là, sur le premier point, et nous vous invitons
à visiter cette page pour avoir davantage d'informations sur le vaccin. Il s'agit d'un engin qui se fait par injection et vous avez 2 doses du vaccin et ces 2-là doivent être utilisées pendant les 6 premières heures ou bien rejetées à la fin de la session. La vie de ce vaccin dans une température entre 2 degrés et 8 degrés et de 36 mois. Ce vaccin est sensible à la lumière et au froid. Vous avez l'emballage est très facile à utiliser. Vous avez 100 bouteilles par paquet et le volume est à peu près 9,92 cm3 par dose, qui est comparable à d'autres vaccins dans les immunisations de routine. Il peut être combiné avec pentavalent, OPV, rubella et d'autres maladies. Alors, quelles sont les leçons apprises de cette maladie? Quand les 3 pays, Malawi, Ghana et Ghana, ont commencé l'utilisation de ce vaccin en 2019, les zones dans les pays ont été divisées en 3. Il y a des districts ou des zones qui n'avaient rien à voir avec le vaccin à l'ECOP, qui sont en blanc. Et pour le Kenya, il s'agit de régions, pas de districts. Et donc, en blanc. Et puis, les zones qui mettaient en œuvre et qui continuaient étaient divisées en 2. En vert, on appelait ça les vaccins, les districts qui vaccinaient. En rose était pour la comparaison. Et donc, on n'a pas vacciné au départ, mais après la recommandation de l'OMS pour l'utilisation de ce vaccin, les zones en rose ont commencé à utiliser le vaccin et maintenant utilisent le vaccin. Et donc, l'élargissement a commencé au Malawi l'année dernière. Ghana et Kenya ont commencé cette année, le Ghana au mois de février et le Kenya au mois de mars. Alors, le vaccin progresse très bien depuis son démarrage en 2019. Nous avons appuyé ces ministères et dans ces 3 pays, on a pu utiliser 4,5 millions de doses et on a pu atteindre plus de 1,5 million d'enfants, à savoir ceux qui ont reçu au moins une dose de ce vaccin. En ce qui concerne les pays, vous avez le Malawi en haut, le Ghana au milieu et le Kenya en bas. Si vous commencez et vous regardez le graphique, vous voyez en rouge, en pointillé, et la population cible, vous voyez une ligne verte qui représente Penta 3, la 3e dose de pentavalent, qui est une variable muette pour le système d'immunisation. Et donc, nous comparons RTSS avec cela. RTSS, comme vous voyez, est en bleu foncé, et puis RTSS 3 qui est représenté là en vert, et puis l'or solide, c'est rubella, et puis en or pointillé, c'est MR2, rubella, et vous avez RTSS 4 qui est en gris, pardon. Alors pour le Malawi, Malawi a commencé à un niveau plus bas au mois d'avril 2019 et a commencé à augmenter la couverture. Et après 10 mois, ils avaient atteint les mêmes niveaux que ceux
de Panta et à un moment donné, ils ont même dépensé Panta 3, qui est très encourageant. Et vous vous souvenez que c'était à l'époque de la COVID. Et donc, il s'agit d'une très bonne performance et Malawi a pu maintenir le même niveau de couverture. Mais je dois dire que au début de l'année 2022, il y a eu une petite diminution et ceci correspond à, à, à des conditions de climat qui étaient difficiles. Maintenant, pour le Ghana, ils ont commencé, il y avait une tempête, pardon. Au Ghana a commencé au moment de l'engagement communautaire, avant le lancement, et ils ont pu maintenir le même niveau de couverture que vous voyez sur le graphique. Et puis, ils ont rencontré quelques défis, surtout en 2020. Il y a eu une diminution dans la couverture du vaccin qui est liée à la rupture de stock due à la pandémie COVID-19. Un peu plus loin, vers la fin 2022, il y a eu des défis également liés à des ruptures de stock pour beaucoup de vaccins et ceci n'est pas lié à la COVID-19 et le pays fait son maximum pour améliorer la situation et nous voyons que la couverture remonte. Bon, le Kenya a commencé à un niveau très élevé. En fait, la première dose RTSS est allée au-delà des cibles parce que l'âge ciblé était élargi, une tranche d'âge élargie, 6 à 12 mois, et donc le nombre d'enfants était beaucoup plus élevé que la population cible. Et puis à la fin, la couverture a chuté à des niveaux qui sont normaux, qui ont été maintenus jusqu'à un moment où il y avait des grèves chez les agents de santé en 2021 et maintenant le Kenya a retrouvé le niveau et avec une bonne performance. Si vous regardez les tableaux à gauche, vous voyez la couverture moyenne pour différentes années, 2020, 2021, 2022, et vous voyez que les pays ont maintenu des bons niveaux de couverture. Pour la quatrième dose, vous voyez qui augmente pour les trois pays. Et pour résumer cela, pour avoir ce nombre de performances pour un nouveau vaccin, ceci montre la résilience du système et l'acceptation du vaccin par les prestataires et les agents de santé. Cette diapo résume les conclusions de ce projet pilote 24 mois après l'introduction du vaccin dans ces trois pays. Les résultats sont divisés en quatre. Premièrement, c'est la faisabilité. L'introduction du vaccin est faisable avec une bonne prise et bonne couverture à travers les systèmes de routine et pas d'impact de l'utilisation d'autres vaccins, y compris les des comportements. En ce qui concerne la sûreté, le vaccin est sûr, on n'a pas eu des effets adverses après 3000 doses. En ce qui concerne l'impact, euh, l'impact, l'introduction a résulté dans une diminution du cas de paludisme et la mortalité chez les enfants qui étaient éligibles et même quand introduit dans les zones avec une bonne utilisation des ITN et accès aux soins. Il y a eu 32% de diminution des cas hospitalisés et entre 2000
24 et 36 mois, on a vu une diminution de la mortalité de l'ordre de 10%. En ce qui concerne l'équité, les vaccins atteignent les enfants qui n'utilisaient pas d'autres formes telles que les ITN et d'autres interventions pour lutter contre le paludisme. Voilà ce que je viens de dire. Cela augmente l'équité. Donc, les données que vous voyez qui est pour le Ghana en novembre 2020. Vous voyez l'enquête de faisabilité au Ghana. Ceux qui utilisaient les filets imprégnés représentaient 69% et ceux qui n'utilisaient pas les filets imprégnés ou les moustiquaires imprégnés étaient 31%. Alors, ceux qui avaient reçu la première dose de RTSS représentaient 77% et 55% utilisaient le vaccin et les moustiquaires imprégnés. Utilisaient donc les moustiquaires imprégnés et vaccinés. 22% n'utilisaient pas les moustiquaires imprégnés, mais étaient vaccinés. Et donc, vous voyez que ces 22% n'étaient pas protégés par les moustiquaires imprégnés, mais avaient une protection à travers le vaccin. Et donc, vous voyez que le niveau d'équité dépassé, surtout chez les enfants qui ne pouvaient pas accéder à ces autres moyens de protection tels que les moustiquaires imprégnés. Le message ici est que le vaccin ne doit pas être utilisé seul, malgré cette conclusion. Nous avons la même recommandation que le vaccin doit être utilisé parmi d'autres interventions et pas en isolation. Alors, si vous combinez le moustiquaire imprégné et le vaccin, vous voyez que vous allez atteindre à peu près 91% des enfants avec ces deux interventions. Et donc, seulement 9% sont laissés de côté, qui sont à droite, qui n'ont pas de couverture à travers le vaccin ni de moustiquaire. Et maintenant, c'est le groupe pour lequel il faut trouver une autre stratégie parce qu'ils ne sont pas couverts par ces deux interventions. Diapo. Alors, nous travaillons avec PATH, une ONG américaine qui ont mené des études qualitatives et d'efficacité par rapport au coût. Et maintenant, je vais vous donner quelques conclusions de ces études. Le vaccin paludisme est acceptable aux prestataires et à la population cible. Deuxièmement, pendant la mise en œuvre des pilotes, il y a la confiance qui a augmenté et a amélioré l'utilisation des vaccins. Au départ, les parents ont montré la confiance dans le système de santé et par la suite ont fait confiance à ce vaccin. Les ressources additionnelles pour l'introduction du vaccin sont comparables à d'autres vaccins récemment introduits, à peu près 10 dollars par dose. Le vaccin reste assez efficace par rapport au coût pour une bonne transmission, pour des zones de transmission chez les enfants de 2 à 10 ans, avec un coût estimé à peu près de 150 à 200 dollars par DALI dans des modèles mis à jour. Une analyse préliminaire a montré que
le vaccin était peu cher dans les zones avec une saison élevée, avec une transmission élevée. Et puis, les pays doivent considérer un cofinancement avec Gavi avant de passer à la mise en œuvre du vaccin ou l'introduction du vaccin. Selon les modélisations, montrent que cela aura un impact significatif dans la santé publique à travers beaucoup de situations. Alors, la recommandation de l'OMS pour l'utilisation saisonnière avec 5 doses dans les zones avec une transmission élevée pendant la saison. Il s'agit d'un travail par Chandramon et ses collègues dans New England Journal en 2021. Il s'agit d'un résumé des résultats de cette étude. L'efficacité de RTSS à travers cette stratégie saisonnière a été menée au Burkina Faso et au Mali, comme j'avais dit, en 2021. Et cette stratégie prend avantage de l'efficacité élevée du vaccin parmi ou pendant les 3 à 6 mois, les 3 premiers mois à 6 mois après l'introduction. Ceci n'était pas, en tout cas, l'efficacité n'était pas inférieure aux 4 tours. La prévention du paludisme évite 75% des cas cliniques et sévères du paludisme. Et ça, on le savait avant l'étude. Maintenant, si vous descendez en bas, les interventions combinées de RTSS et d'autres interventions au paludisme sont améliorées par rapport aux 2 interventions. Si vous combinez les 2, vous allez avoir de meilleurs résultats par rapport aux interventions individuelles. Alors, l'efficacité par rapport au paludisme clinique, 63%, l'hospitalisation, 61%, avec l'anémie, 68%, les transfusions sanguines, 65%, tous les codes de décès, 52%, et les décès du paludisme, 73%. Ma dernière diapo. Comme étape suivante, les résultats de ce projet pilote doivent être distribués largement. Il y a un plan pour une bonne distribution dans les pays, au niveau des régions mondialement, à travers des présentations, des symposiums, conférences régionales. Et comme j'avais dit tout à l'heure, nous aimerions d'autres occasions telles que cette session pour également partager les informations. Beaucoup de leçons apprises, incorporées dans les orientations, les directives d'introduction du vaccin et d'autres matériels pédagogiques. Nous avons également préparé des directives pour aider les pays qui veulent introduire le vaccin et il y a également des leçons apprises qui sont dans le document. Nous allons préparer quelques publications. Et puis, il y a l'appui avec le ministère de la Santé et des partenaires dans ces pays pilotes pour offrir des opportunités à également à incorporer ces leçons apprises dans les ateliers lors des introductions. Nous avons donc mené des ateliers pour aider des pays avant l'introduction de ces vaccins et nous assurons à ce que les pays qui ont participé à ce projet soient là pour partager leur expérience. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais donner la parole maintenant à Eliane pour prendre la parole. Merci beaucoup, Magaïva, et merci beaucoup aux organisateurs pour nous avoir accueillis. Nous sommes très satisfaits de cette opportunité. Dans les minutes à venir, je vais parler donc du programme de mise en œuvre, le programme défis, opportunités et étapes suivantes.
Et je vais essayer de le faire rapidement parce que nous accusons un peu de retard. Je vais essayer de laisser un peu de temps pour des questions. Alors, les avances scientifiques que Dr. Magafu a expliquées sont des jalons. Mais comme nous avons vu avec d'autres vaccins, ce n'est pas une garantie que ça soit efficace et que ça sauve des vies. Et donc, souvent, les pays qui n'ont pas de ressources n'arrivent pas à se payer ces vaccins. Et donc, souvent, ces nouveaux vaccins euh, peuvent être très chers au niveau de l'introduction. Et donc, après les recommandations de l'OMS, il y a eu une étape très importante décidée par Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccinations, pour adopter un programme euh, de paludisme. Il s'agit d'une grande organisation qui appuie le vaccin dans les pays à moyen et faible revenu et a eu beaucoup d'impact pour permettre aux pays d'accéder à ces vaccins qui sauvent des vies. Et donc, c'était vraiment une étape importante quand Gavi a décidé d'appuyer ce vaccin de paludisme. RTSS est le premier, mais le programme Gavi va également intégrer de nouveaux vaccins si ils sont recommandés par l'OMS. Et l'appui Gavi, à savoir pour appuyer les coûts des vaccins et des injections et d'autres produits. Et les pays doivent contribuer à travers une politique de cofinancement. Mais pour ce vaccin, étant donné que le coût initial est très élevé, ils ont accepté de d'aider l'abordabilité et l'utilisation. Et dans certains pays, on paye jusqu'à 0,2 $ par dose. Après cette annonce, depuis que Gavi avait adopté ce programme et laissé au pays, en 2022, on a eu beaucoup de demandes pour ce vaccin. 28 pays ont déjà montré l'intérêt. 20 pays ont déjà soumis des demandes auprès de Gavi, dont 14 ont déjà été approuvés. Et tout ça dans les pays africains. Et il y a 4 demandes qui sont actuellement en examen. Il y a également d'autres opportunités 3 ou 4 fois par année où les pays peuvent demander de l'aide davantage. Et donc, il s'agit d'un programme qui est continu. Pour ces 14 pays dont les demandes ont été approuvées, l'étape suivante sera pour euh, les décisions de distribution et les pays peuvent commencer à préparer l'introduction peut-être premier ou deuxième trimestre 2024. Un défi que nous avons actuellement est qu'il n'y a pas assez de vaccins pour répondre à cette demande très élevée. Vous voyez à gauche, la demande est recommandée, pardon, le vaccin est recommandé dans les zones à haute transmission. Nous savons que 25 millions de pays, 25 millions d'enfants sont nés dans ces pays-là, surtout dans les pays euh, africains et dans d'autres régions également. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de 28 pays qui ont déjà fait de la demande. Maintenant, au niveau de l'offre, nous avons un seul vaccin qui est recommandé, qui est produit par un seul producteur. Actuellement, il y a une capacité de production limitée parce qu'ils utilisent une usine assez ancienne et on fait le maximum pour transférer la technologie et la production à une autre entreprise pour augmenter l'offre. Mais actuellement, nous avons une offre de 18 millions de doses qui sont engagées pour 2023 à 2025, alors qu'on a une demande de l'ordre de 80 à 100 millions de doses par année. Et donc, on voit une très grande différence. Et vous voyez, le prix est actuellement à 9,3 euros par dose et nous espérons que cela baisse avec un agrandissement de ce marché. Alors, c'est la priorité pour l'OMS et le partenaire Gavi vraiment
de travailler sur l'offre parce que le marché n'est pas encore stable. Il y a un seul fournisseur et donc on a peu d'offres et donc le prix est très élevé. Nous devons augmenter l'offre, diminuer le prix et également encourager d'autres produits. Actuellement, pour le court et moyen terme, nous avons un produit qui sera fait avec une entreprise, Bharat Biotech en Inde, qui va arriver à une augmentation de la capacité de production du vaccin. Et puis, deuxième avenue est le potentiel d'une entrée d'un deuxième vaccin. Celui qui a fait le plus de progrès, R21, Matrice M, qui a encore fait 3 essais cliniques et l'OMS a commencé l'évaluation de ce produit. Et nous espérons que le prix va baisser avec une augmentation de l'offre. Alors, en anticipant la grande différence entre l'offre et la demande, pour les premières années, l'OMS a une tâche très élevée, très difficile, pardon, de créer un cadre pour augmenter la production, c'est-à-dire avoir un mécanisme juste et équilibre pour allouer les doses limitées qui existent. Et donc, ce que vous voyez est un résumé des principes pour la gouvernance, les principes éthiques d'allocation et d'autres considérations. Une considération importante est de s'assurer à ce qu'il y ait une bonne continuité dans les pays qui ont déjà commencé le projet pilote, c'est-à-dire les 3 pays pilotes, et le cadre garantit que ces pays peuvent continuer à offrir les vaccins chez les enfants dans les pays où le projet pilote a déjà été fait. Et puis pour les autres pays, le premier principe de distribution est d'offrir le vaccin à des zones où le besoin est plus élevé, c'est-à-dire un fardeau chez les enfants est très élevé avec un risque élevé de décès. Et je vais vous montrer ces régions-là. Alors, pour arriver à une méthodologie et une approche, ou bien ce qu'on peut appeler un algorithme pour établir les zones à besoin, nous avons commencé une nouvelle classification de prévalence avec la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Et donc, ceci est une variable muette pour le besoin. Et donc, vous voyez la prévalence et puis le niveau de mortalité chez les enfants de moins, parce qu'un taux de mortalité plus élevé montre moins d'accès aux soins et donc il faut davantage de protection. Et donc, comme vous voyez, la première catégorie, plus grand besoin, vous voyez la prévalence très élevée au niveau des districts avec un taux de mortalité chez les moins de 5 ans très élevé. Et donc, chaque pays doit identifier ses régions selon les données disponibles et chaque pays va commencer dans ces régions. Et même cette méthodologie nous permet de faire une comparaison pour que ces vaccins accèdent vraiment aux enfants qui se trouvent dans les zones les plus menacées. Ce cadre a été créé l'année dernière et finalisé, et avec les pays qui ont fait la demande auprès de la Gavi, qui vont voir ce cadre mis en œuvre. Vous voyez donc la distribution qui a été faite par les pays. Les pays, avec la même méthodologie que nous avons montrée, ont pu identifier les zones avec le besoin le plus élevé. En Congo, ils ont utilisé d'autres couleurs, les couleurs avec le marron foncé.
ont le besoin le plus élevé. De toute façon, le fardeau est très élevé dans ces pays-là. Malheureusement, avec les offres, nous n'avons pas pu donner à tout le monde. Et donc, nous allons ajouter une autre dimension, à savoir la solidarité qui limite le nombre donc, de vaccins que chaque pays peut avoir par année pour que beaucoup plus de pays commencent en même temps au lieu de limiter ça seulement à un nombre limité de pays. Et donc, l'étape suivante pour les pays qui ont déjà été, euh, qui ont déjà eu une approbation, nous savons que malheureusement, certains pays doivent attendre jusqu'à ce qu'il y ait d'autres doses et d'autres vont commencer dans ces zones-là qui ont le besoin le plus élevé. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre chose, mais une opportunité qui vient avec ce vaccin. Vous avez déjà entendu parler de ce calendrier pour un autre vaccin pour enfants. En fait, ça commence à 5 mois et donc il y a un peu de souplesse. Il y a des pays qui ont commencé à 6 mois, mais une option est d'offrir la première dose à 5 mois, 6 mois et à 7 mois. Et puis, il y a un décalage et cet exemple ici était à 18 mois afin donc de tomber sur le même euh, euh, niveau de vaccination pour d'autres maladies telles que le méningite et rubella. Mais nous avons vu dans des pays pilotes, la demande est très élevée. Et donc, même s'il s'agit de nouvelles visites, il y aura beaucoup de demandes. Et donc, on peut utiliser cette opportunité pour rattraper des vaccins ratés pour d'autres maladies qui sont données avant chez les enfants. Et puis, il y a d'autres interventions qui doivent être offertes. Par exemple, vitamine A qui est offert à 6 mois ou à 12 mois. Et donc, ces visites qui sont très intéressantes à cause du vaccin du paludisme peuvent devenir un point d'entrée pour offrir d'autres interventions. Et ceci ne s'arrête pas aux vitamines A et on peut faire le suivi de la croissance, la distribution des moustiquaires imprégnés. euh, et donc, ceci offre une opportunité de faire davantage d'interventions chez cet enfant. Quatrième dose est offerte dans la deuxième année. Et donc, ça, c'est un moment plus difficile pour avoir les enfants. Et d'après ce que M. Magaya a dit, ce n'est pas donné, mais ceci donne une occasion d'augmenter d'autres services pour les enfants qui viennent pour le vaccin, pour ce quatrième dose. On nous a demandé également de donner un aperçu sur le développement de ce vaccin. Ici, vous voyez donc un écran de ce que vous pouvez trouver sur le site Internet de l'OMS, l'Observatoire de recherche et développement. Il s'agit d'une évaluation menée par l'OMS l'année dernière qui a évalué, euh, le développement des vaccins. À l'époque, il y avait 89 vaccins qui étaient en développement à l'époque, dont 29 qui étaient toujours en continuation. Donc, ils étaient en phase d'essai clinique. Et donc, il y a un développement, mais vous voyez, 2 tiers d'entre eux sont toujours en première phase d'essai clinique, un tiers en phase 2, et il y en a un, pardon, qui est en phase 3, que j'ai cité tout à l'heure, R21 Matrix M, pour lequel l'OMS a déjà commencé à faire une évaluation par les experts et qui pourrait
trouver l'approbation est recommandée pour l'utilisation dans un avenir que nous ne connaissons pas. Et puis, le seul qui est actuellement recommandé est RTSS. Nous avons un lien ici qui a d'autres détails et si vous êtes intéressé par d'autres plateformes pour d'autres vaccins ou d'autres techniques, etc., vous pouvez trouver ça. Ce vaccin est vraiment un bon début. Ceci a pris beaucoup de temps. Nous avons vu dans les pilotes qu'il y a une bonne acceptation, un bon niveau d'acceptation et vous avez une couverture et vous pouvez avoir un impact rapidement sans vraiment créer un nouveau système de mise en œuvre de ce vaccin. Les pays sont très intéressés par ce vaccin et qui vont l'introduire. Le vaccin offre des opportunités pour rattraper d'autres vaccins et d'autres interventions chez les enfants. Le défi actuel est l'offre et également le coût assez élevé à l'introduction. Il y a des initiatives et c'est une priorité pour des partenaires pour rendre ce marché beaucoup plus dynamique avec davantage de produits pour diminuer les prix. Et puis, il y a un deuxième vaccin qui est actuellement en évaluation par l'OMS et si recommandé, ceci pourrait ajouter à l'offre et ceci pourrait diminuer la différence entre l'offre et la demande et diminuer la maladie et les décès chez les enfants dus au paludisme. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles pour des questions et des précisions. Merci, merci beaucoup. Allez-y si vous avez une question. Merci pour ces bonnes présentations. Ce que nous allons essayer de faire, Eliane et Dr. Magafou, si vous pouvez allumer vos caméras, si ça marche. Il y a des questions qui étaient posées par ceux qui suivaient. Quelle est la durée de protection du vaccin si l'enfant a le programme entier de vaccin? N'importe qui pourrait répondre d'entre vous. Alors, c'est une très bonne question. Pour un enfant qui prend les 4 doses, le 4e dose actuellement dans les 3 pays est pris à 22 mois au Malawi et 24 mois pour le Ghana et le Kenya. Un enfant qui prend les 4 doses, il pourra passer la période la plus difficile sous protection, c'est-à-dire jusqu'à 5 années par rapport à l'immunisation. Mais l'enfant restera protégé pendant la période la plus susceptible, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans. Et je dois rappeler que ceci ne peut pas être pris seul. Il faut combiner d'autres interventions. Il faut mettre en œuvre ceci avec d'autres méthodes de lutte contre le paludisme selon la zone et la région. Comme vous connaissez, le GMP, le Programme mondial de paludisme, met en œuvre une stratégie qui s'appelle des interventions qui se font selon les besoins de la région. Et donc, pour répondre à votre question, l'immunité diminue avec le temps. Mais si l'enfant complète les 4 doses,
il sera protégé au-delà de cette période très susceptible qui est jusqu'à 5 ans. Alors, votre message qu'il s'agit d'une protection qu'il faut être combinée avec d'autres, à savoir le vaccin et d'autres tels que le moustiquaire imprégné, est un message très important pour les parents de ces enfants. Une question également par rapport à une confusion avec la question des zones où il y a des saisons où vous avez dit une dose additionnelle. Alors, est-ce qu'il s'agit de 4 doses ou c'est 5 doses après les 3 premières? Est-ce que vous pouvez préciser le calendrier et le nombre de doses pour les enfants dans les endroits où il y a le paludisme saisonnier? Alors, par rapport à la vaccination saisonnière, en fait, il faut programmer la vaccination. Comme nous avons dit, les 3 premières doses, la série primaire, offre une protection significative. Et donc, avant que l'enfant arrive à cette saison élevée, où le risque est élevé, le risque de transmission est élevé, ils reçoivent les 3 doses primaires. Après, ceci va les aider à passer la saison. Alors, quand la nouvelle année arrive, avant cette saison, une autre dose, et puis une autre année qui suit, ils reçoivent une autre dose. La cinquième dose. Et là, ils doivent avoir dépassé la période la plus difficile de leur vie. Voilà, c'est très clair. Merci. Maintenant, pour revenir à vous, Dr. Furrier, vous avez parlé du potentiel de développement de nouveaux vaccins R21. Et la question par rapport au timing pour le dosage, est-ce que c'est le même calendrier avec l'actuel ou est-ce qu'il a son propre calendrier? Alors, on fait une évaluation avec un programme qui est similaire, qui commence à 5 mois. Pour RTSS, l'essai clinique est allé des enfants à 15 à 17 mois d'âge pour commencer. Pour le R21, est fait pour les enfants qui commencent de 5 à 6 mois, c'est-à-dire un éventail plus large pour commencer. Mais nous pensons que le programme sera proche, c'est-à-dire qu'il ne s'aligne pas avec le programme de vaccin pour les enfants, 6 semaines, 10 semaines, etc. Et ce calendrier a été testé pour RTSS pendant les essais de troisième phase, mais avait des niveaux d'efficacité moins élevés. Et donc, ce programme n'a pas été recommandé par l'OMS. Alors, comme vous voyez de toutes les questions, il y a beaucoup d'intérêt pour savoir à quel moment les autres pays vont accéder à ce vaccin. C'est très encourageant pour les autres pays qui ont été approuvés par Gavi. Quand est-ce que vous pensez que les autres pays vont commencer à recevoir les doses de ce vaccin? L'étape critique suivante après l'approbation et la distribution des stocks, et ce sera finalisé dans les semaines à venir et nous aurons les informations pour savoir quels sont les pays qui auront la première allocation et ceci va nous donner, par exemple, des informations sur le financement de Gavi et puis le calendrier de distribution et puis le pays va commencer la préparation telle que la formation des agents de santé, la mobilisation et puis nous attendons à ce que les pays commencent à recevoir le vaccin vers la fin de cette année et commencer le programme de vaccination début de l'année prochaine.
Ça, c'est très bien. Merci. En fait, vous encouragez les autres pays à commencer la planification maintenant pour qu'ils commencent rapidement dès que tout est prêt. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions posées par rapport à la vaccination COVID-19 et l'efficacité. Et on a des parents qui ont hésité. Alors, c'est très rassurant de voir une bonne utilisation de ce vaccin qui est très élevée. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui hésitaient par rapport à ce vaccin, surtout par rapport à la sûreté de ce vaccin dans les pays pilotes? Oui, quand nous avons démarré, il y avait des rumeurs euh, dans certains pays et les pays et l'OMS ont essayé de lutter contre ces rumeurs. Avec le temps, on a pu créer de la confiance et comme vous avez vu dans les graphiques, on a eu une augmentation de l'utilisation. Mais ce qui nous a surpris et même au plus élevé de la pandémie, l'utilisation de ce vaccin était très élevée, donc c'était très encourageant. La réponse est qu'au début, il y a eu une hésitation, mais avec le temps, nous avons pu convaincre davantage et il y a eu de moins en moins d'hésitation. Les pays doivent préparer une stratégie de communication qui essaye de lutter contre cette hésitation et des rumeurs et nous les avons appuyés pour les aider pour qu'au moment de démarrer, qu'ils soient prêts à contrer ce genre donc, de rumeurs, etc. Voilà, j'aimerais vous remercier tous les deux pour cette bonne présentation, pour ces deux présentations sur le nouveau vaccin qui a un grand potentiel pour sauver des millions de vies des enfants du monde. Merci pour ce bon travail et merci pour ce mise à jour. Et nous allons assurer le public que les diapos seront téléchargés en amont sur notre site Internet. Diapo maintenant. Encore une fois, j'aimerais vous remercier de participer à cette et notre réunion Grand Round aura lieu le 20 juin à 9 heures Eastern Time et vous aurez un webinaire sur la santé des réfugiés. Notez ça sur votre calendrier. Et merci encore et au revoir. Bon courage. Merci beaucoup de nous avoir eu. Merci, merci, au revoir. Merci, au revoir.